Immobilier au Pays Basque, est-ce que les élus ont les solutions? Allons-nous trouver un chemin vers des vérités qui restent à défendre? C'est ce que nous allons voir pendant ce troisième rendez-vous de la semaine spéciale immobilier avec Sud-Ouest. Et avec vous, Pierre Sabatier, vous êtes le responsable des éditions de Sud-Ouest sur ce magnifique territoire qu'il paye un peu cher, puisqu'évidemment, les gens veulent s'y installer. On a vu ça déjà pendant 2 débats. C'est notre troisième rendez-vous de la semaine. Peut-être rappeler, pour ceux qui nous rejoignent, pourquoi vous avez choisi cette thématique. Oui, mais vous l'avez dit, Stéphane, le logement est la préoccupation des gens du Pays Basque, de nos lecteurs, de nos internautes, mais bien au-delà, parce que le logement, l'immobilier va de plus en plus cher parce que c'est un territoire attractif. Et on voulait se poser avec les professionnels de l'immobilier, comme on le voit depuis le début de semaine, et aujourd'hui les élus, pour trouver des solutions et des solutions d'urgence, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment maintenant que les gens ont besoin de se loger. Alors, on va avoir évidemment des élus avec nous. On a aussi un professionnel de l'immobilier qu'on avait déjà eu qui représente une profession importante, puisque les promoteurs. On va commencer tout de suite avec vous, Madame la maire d'Arbonne, Marie-Josée Mialoc. Merci d'être ici. Une commune évidemment qui fait l'actualité depuis quelques temps, mais pas que, qui est connue pour sa qualité de vie et en ce moment pour un sujet qui rentre en plein dans notre sujet du jour. Oui, et nous accueillons Jean-René Etchegaray, le maire de Bayonne et le président de la communauté d'agglomération Pays Basque. Et Jean-Jacques Lasserre, bonjour. Faut-il le rappeler, vous êtes le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. On en parlera tout à l'heure. Ce n'est pas forcément une compétence du département que cette compétence-là qu'on débat aujourd'hui, mais c'est quand même un sujet d'actualité. Et je crois même qu'il y avait en début de semaine un rendez-vous lié à ce sujet. Et nous retrouvons Pascal Thibault, que nous avons vu sur une table ronde précédente avec des professionnels de l'immobilier et qui là va nous donner aussi ses solutions en tant que promoteur immobilier sur la situation du moment au Pays Basque. Allez, je sais que ce n'est pas forcément le sujet de prédilection que vous êtes, Madame le maire, mais je sais que Pierre connaît bien le sujet. On a une question sur cette actualité un peu brûlante sur votre commune en ce moment, liée à l'immobilier, justement. Oui, Madame Mialoc, alors c'est vrai qu'Arbonne est sous les feux de l'actualité, peut-être pas de la manière dont vous souhaitiez, mais en tout cas qu'il l'est, avec une mobilisation autour d'un terrain agricole qui se vend, qui était estimé à 800 000 euros, je crois, par la SAFER, et qui se retrouvait beaucoup plus cher sur le marché, et une forte mobilisation. Comment vous l'avez vécu, cet événement, cet épisode? Est-ce qu'il est fini? Et est-ce que vous avez un moyen d'agir sur ces situations-là compliquées où le foncier agricole s'envole aussi? Oui, donc un petit rappel, un petit contexte pour dire que Arbonne est une des 24 communes tendues de l'agglomération du Pays Basque. Donc à ce titre, la demande de logement explose, les prix s'envolent. Il n'est pas rare de trouver des offres de vente de terrain de 550 mètres carrés au prix de 320 000 euros. Rien que le terrain. Rien que le terrain. Donc c'est vous dire la difficulté pour les jeunes ménages d'acheter ce terrain et en plus d'y construire leur logement. Donc voilà une spéculation très forte liée à un problème de rétention du foncier, parce que les propriétaires espèrent bien qu'un jour, les terrains en question pourraient devenir constructibles. En fait, c'est dans ce contexte que, lors de cette vente dont vous parliez, au prix de 3 150 000 euros, que, effectivement, 2 associations d'agriculteurs ont décidé d'occuper ces terrains. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, pas grand-chose, puisqu'il s'agit d'une occupation de terrain privé, que le propriétaire n'a pas porté plainte. Donc, moi, je m'interroge effectivement sur le développement de cette consommation foncière, puisque, par exemple, à Arbonne, 80% des logements sont constitués de maisons individuelles, c'est-à-dire qu'elles consomment du foncier. Elles consomment du foncier aux dépens des terres agricoles et des terres naturelles. En tout cas, c'est un épisode qui est révélateur du problème du foncier au Pays Basque. Oui. Oui. Alors, donc c'est une de mes préoccupations, cette préservation du foncier agricole. Et les documents d'urbanisme sont un des outils qui nous permettent au moins de les préserver, puisque en créant des zones agricoles et des zones naturelles, on les protège d'une certaine façon. C'est comme ça qu'en 2019, la communauté d'agglomération Pays Basque a approuvé le plan d'occupation de la commune d'Arbonne, où on a classé 83% des terrains de la commune en zone agricole, et avec un fort enjeu de diminuer la consommation foncière, puisqu'on a divisé par 2, pour les 10 années à venir, la consommation foncière qui a été réalisée les 10 années précédentes. Alors justement, Monsieur le Président, vous êtes là, Jean-Noël Etchegaray, avec cette casquette de président de cette agglomération qui a adopté récemment son programme local de l'habitat. Est-ce que ça vous donne les moyens de réagir? Alors,
On ne va pas faire tout le sujet sur ce dossier dont on parle à l'instant, mais sur ce dossier et en général. Déjà, une réponse sur ce dossier. On voit, entre guillemets, l'impuissance de Madame le maire qui aimerait bien pouvoir agir. Est-ce que l'agglo peut agir ou pas et qu'est-ce qu'on peut faire en plus général? Alors, on parle là de terres agricoles, c'est ce que Mme Diallo vient d'évoquer. Le PLH concerne l'habitat. C'est pour ça que j'ai séparé les deux questions. On va commencer par le Vous avez dossier bien raison agricole. de les séparer parce que juridiquement, on n'est pas sur des régimes identiques et c'est certainement bien dommage. La collectivité publique, pas plus l'agglomération qu'une commune ou que quiconque, ne peut préempter des terres agricoles en dehors de la SAFER. Et on voit dans l'exemple d'Arbonne ce qui s'est passé, puisque la SAFER a certes préempté la part agricole de ces terrains, et le vendeur lui a répondu en disant ce qu'il avait le droit de répondre, le code rural le lui permet, vous achetez tout ou vous n'achetez rien. On se retrouve dans une situation de blocage, alors qu'en matière de droit de préemption urbain, que l'on peut exercer, nous, collectivités publiques, là, le médiateur, si j'ose dire, c'est le juge qui fixe, si on n'est pas d'accord sur le prix de cession du bien. L'année dernière, quasiment à la même date, on était là déjà, et merci de votre fidélité, on était là ensemble sur encore une bonne idée de la rédaction pilotée par Pierre Sabatier. Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué en un an? On vient de faire déjà 2 rendez-vous, on a entendu les notaires nous donner des signes assez effrayants d'envolée des prix. On parle de plus de 28% sur certains produits. Le représentant des constructeurs qui est à côté de vous ne va pas dire autre chose sur la difficulté à trouver du foncier, non pas pour l'agricole, mais là pour construire et avoir des permis. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Est-ce que vous pouvez nous donner des signes un peu d'espoir en tant que président de l'agglo? Alors, d'abord, le constat ne laisse pas beaucoup de place à l'espérance, a priori. Je dis bien a priori. Nous vivons l'après-Covid avec des conséquences catastrophiques. La Covid a eu des conséquences dans bien des domaines, sanitaires, psychologiques, économiques. On le vit ici sur la tension du foncier. On n'avait pas besoin de ça. Et pourtant, la crise de Covid a des conséquences qui sont parfaitement perceptibles, un peu partout d'ailleurs. Sur la côte, c'est certain. Sur le rétro-littoral, c'est aussi vrai. Et on constate à l'intérieur du Pays basque, certainement beaucoup plus dans la partie basque que dans la partie béarnaise, le président du département pourra s'exprimer tout à l'heure là-dessus, on constate malgré tout, même sur tout le Pays basque, sauf sans doute la Soule pour l'instant, des conséquences de cette situation. Alors, y a-t-il un espoir? Mais l'espoir, au moins des changements à un an. Mais des changements à un an, il y a que nous prenons la mesure des choses. Il y a le fait que les collectivités publiques, il s'agisse en tout cas du département et de la communauté d'agglomération, nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes vus. Du lundi dernier. Nous sommes, oui, on se voit souvent même, mais pour parler de ce sujet. D'ailleurs, le président Lasserre, il y a à peine quelques heures, c'était ce matin, réunissait tous les présidents d'intercommunalité du département sur ce sujet. Et nous étions, à l'invitation du président Lasserre, à vouloir réfléchir à l'échelle du département, même si les problématiques ne sont pas les mêmes, je viens de le dire, pour réfléchir sur ce qui pourrait être la meilleure politique publique. Chacun à sa place. Et au regard des compétences des uns et des autres, et puis au regard des axes politiques que le département veut fixer et que nous sommes obligés de fixer, parce que vous parliez du PLH en ouvrant votre question, mais le PLH, c'est quand même la communauté d'agglomération Pays basque qui vient de l'approuver dans une majorité écrasante. Je vais quand même le dire ici, oui. Même si on parle beaucoup des personnes qui se sont abstenues, l'abstention n'étant pas un vote contre, il y a eu 7 votes contre, sur 232 membres de la communauté d'agglomération, ça veut dire qu'aujourd'hui, au Pays basque, on a pris la mesure de la situation. Allez, juste un exemple concret pour les gens qui nous suivent. On les remercie de nous avoir suivis toute cette semaine. C'est le 3e débat. Qu'est-ce qui va dépendre tout de suite? Qu'est-ce qui va emmener une conséquence heureuse ou en tout cas positive pour les gens qui cherchent un logement ici grâce au PLH? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Voilà, grâce au PLH, il va se passer ça. Mais le PLH fixe, d'abord, détermine un diagnostic, enfin fixe un diagnostic. Donc, il fait prendre conscience à ceux qui ne l'auraient pas, mais il y a peu de maires qui n'ont pas cette conscience-là, de la situation dans laquelle on est. Il y a les obligations de la loi SRU. Mais elle concerne les communes de plus de 3500 habitants. Mais on sait aujourd'hui que la problématique ne concerne pas que les villes de 3500 habitants. Du reste, si tel était le cas, il n'y aurait qu'une quinzaine de communes, même moins, qui seraient concernées, parce qu'on a plus d'une quinzaine de communes qui ont plus de 3500 habitants au Pays basque, et pourtant,
on se retrouve dans le rétro-littoral, et c'est le cas, Madame le maire d'Arbonne l'indiquait tout à l'heure, des communes du rétro-littoral qui sont concernées, qu'elles aient ou qu'elles n'aient pas 3500 habitants. Tout simplement parce que lorsqu'on voit la situation financière de nos concitoyens, 70%, on le dit souvent, mais 70% de nos concitoyens sont éligibles en logement social. Bon, alors il faut corriger tout de suite en disant que 60% de nos concitoyens sont déjà propriétaires de leur logement. C'est quand même quelque chose d'important. Mais ça veut dire que pour l'avenir, c'est-à-dire que ce qu'on va devoir préparer pour l'avenir doit tenir compte de ce qu'est le niveau de vie de la population et des décisions que nous avons à prendre pour éviter une forme d'expropriation sociale qui s'opérerait. Alors, il faudra choisir entre l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'expropriation sociale. Moi, je préfère la première. On entend. Alors justement, quel peut être le rôle du département, Pierre? Oui, Monsieur Lasserre, vous faites du logement une des priorités de votre mandat, alors que ce n'est pas la compétence première, on va dire, de votre collectivité. Pourquoi vous vous engagez véritablement dans cette question-là et qu'est-ce que vous pouvez apporter, vous aussi, comme solution à l'échelle du département? Pour les raisons que vous évoquez, pour la connaissance que nous partageons sur la situation du Pays Basque et du département, et parce que, voilà, contrairement à ce que dit la loi, vous savez, il faut toujours rectifier ce que les lois mal fichues, et c'est le cas, nous indiquent comme responsabilité. Quand on a la responsabilité du social, comme c'est le cas au département, nous sommes fléchés comme étant le premier intervenant en matière sociale. Quand nous avons une responsabilité affichée d'aménagement du territoire, comment voulez-vous que des sujets comme celui-là ne soient pas pris à bras le corps? Et puis je puis dire que ça a été un peu le goût naturel de notre collectivité départementale, avec l'installation tout de même, on va en parler, je l'espère, de ce qu'on peut appeler de bons bras séculiers. Si le PFL a vu le jour en Pays Basque, Jean-René, rappelle-toi des débats que nous avions eus dans le cadre de Pays Basque 2010. Si des offices sévissent autant sur Bayonne que sur le département ou ailleurs, la plupart d'entre eux, pas tous, sous la responsabilité des collectivités, c'est bien parce que il faut toujours faire et il faut adapter. Alors la question, je pense qu'elle est bien posée. Alors, nous avons décidé d'en faire un de nos chevaux de bataille, parce que nous avons l'impression qu'une affaire comme celle-ci ne pourra s'imaginer que sous forme partenariale. Chacun détient un bout de responsabilité, les EPCI bien entendu, très affichés dans cette affaire-là, et ils ont véritablement des débats qui sont des débats compliqués. Les départements ont une responsabilité, je pense que les privés ont également une responsabilité, on n'y arrivera pas, de mon point de vue, sans qu'il y ait une bonne conscientisation des acteurs, mais également des populations. Nous sommes aussi les acteurs de l'inflation en matière de foncier. Il ne faut jamais se le voiler. S'il y a une bonne conscientisation, et si on arrive à mettre bout à bout, mais en convergence ou en direction d'un projet débattu et consenti, si on ne met pas bout à bout les moyens dont nous disposons d'une façon éparpillée, et ils existent, et ils sont notamment sur un plan financier, je crois qu'on n'a rien compris à cet exercice, donc nous voulons essayer d'apporter notre contribution à une fonction d'ingénierie, de rassemblement des partenaires, et en réponse par priorité à celles des populations qui sont fléchées notamment dans le domaine du social, mais nous voulons être très actifs. Sans entrer dans le détail peut-être de votre discussion, le président de l'agglo en parlait. On sait que cette semaine, vous avez réuni les présidents des agglomérations. Ouais. C'était quoi le message principal? Qu'est-ce que vous voulez leur faire passer comme message, justement, en chacun a sa légitimité? Échanger entre nous. La réunion s'est passée essentiellement ce matin également. Un département avec des EPCI de taille diverses et variées, mais avec des problématiques, je dirais presque indépendamment des tailles des EPCI, des problématiques qui sont différentes, avec pour les zones rurales certains points de convergence quand même. Alors forcément, la situation du Pays Basque est celle que vous connaissez. Au fur et à mesure, vous savez, les ronds concentriques qui sont très très nets en matière de problèmes, on se rend compte que beaucoup de nos zones rurales, notamment les zones les plus éloignées de l'agglomération, ont des problèmes qui ressemblent aux problèmes béarnais. On a échangé sur tout ceci. On se rend compte également et tous les présidents de PCI nous l'ont dit, que ces sujets-là, le souci est partagé avec des thérapeutiques différentes, bien entendu selon la nature du problème local, mais qu'il convenait, parce que vous savez, c'est un jeu de poupée gigogne. Travailler sur le logement, ça induit forcément les déplacements, ça induit forcément les services locaux, ça induit toute une série de débats, et il faut absolument une réflexion collective. Donc vous prenez la main. Hein? Vous prenez la main. Attendez, nous allons jouer notre rôle dans une volonté de partenariat.
dans une volonté de partenariat. Tous les sujets se tiennent et vous savez, ils sont intimement liés et je crois qu'on a l'obligation de rentrer de cette façon dans ce problème-là, sinon on n'y arrivera jamais. Une question un peu provocatrice, mais jamais trop tard pour bien faire, parce qu'on n'est pas déjà un peu tard dans un calendrier pour répondre à une telle attente qui puisait sur, on va dire, les 10 km entre la côte et l'intérieur. Par rapport aux problèmes qui ne sont pas bien traités, il y a toujours eu du retard. Et il y a toujours eu de la responsabilité. De la même façon que vouloir demander aux collectivités locales une réponse dans l'urgence et immédiate, c'est aussi, et on aura l'occasion d'y revenir, je le crois, nous avons quelques idées que nous avons évoquées ce matin, notamment en matière de foncier, de stockage de foncier, des opérations que l'on peut lancer, qui vont se concrétiser, mais dont on sait que les retours immédiats ne sont pas pour demain matin. Alors, voilà, une de ces solutions, c'est le PEAN. Alors c'est des sigles. On est autour de la protection des espaces naturels sensibles et agricoles. Est-ce que du coup ça va régler le problème de Madame Mialoc? Alors peut-être pas demain matin, mais j'ai fait la réponse par anticipation, pas demain matin. Mais pardonnez-moi, ça fait partie. La solution finale et unique n'existe pas. Ça fait partie d'un assemblage de décisions qu'il faut prendre. Là, nous sommes dans une bonne direction. Madame Mialoc a raison d'évoquer ce sujet. Du coup, les départements qui n'ont pas de responsabilité fléchée sur le logement sont responsables des PEAN au titre de leur compétence aménagement du territoire. Il faut que nous nous y engagions. Peaufiner notre dispositif sur la destination des terres, du foncier. D'autant que les PEN sont assortis d'un projet de développement de l'agriculture. C'est une très bonne démarche et nous allons essayer de nous y employer. Bonne démarche, nous essaierons d'y aller, nous sommes volontaristes là-dessus et ça sera bien entendu soumis à la volonté des communes qui probablement envisageront ces disciplines-là d'une façon regroupée, le rôle des EPCI. C'est une bonne démarche. Vous savez, on sait très bien que la destination supposée au final du sol est la source des principales raisons de spéculation. Marie-Josée Malioc pour la réponse au président. Alors oui, effectivement, le PEAN est un des outils qui peut régler ce problème du foncier agricole. C'est un outil qui sanctuarise la vocation des terres agricoles, puisqu'il faut, pour les modifier, un arrêté interministériel de 3 ministres, celui de l'urbanisme, de l'environnement et de l'agriculture. Donc ça ne se fait pas en un jour. Voilà. Et pourquoi cet outil est intéressant? C'est parce que le PLU peut être modifié et le PLU est fluctuant. Donc une zone agricole d'un jour peut devenir une zone urbaine demain. Et donc par cet outil, il y a également un autre outil qui s'appelle la zone d'aménagement protégé, mais qui est moins fort puisque c'est un arrêté du préfet et qui vient effectivement se superposer également au PLU. Mais le PEAN, et en plus l'avantage de ce PEAN, c'est que c'est un outil qui va au-delà de la zone agricole puisqu'il protège aussi les zones agricoles naturelles et forestières. Pascal Thibault, par rapport à cette question, quand vous entendez les élus, et merci de représenter les professionnels de l'immobilier ici, est-ce que ça vous inquiète d'autant plus d'entendre qu'on va encore protéger zones naturelles, enfin, ou en tout cas protection naturelle, ou est-ce que vous dites, attendez, mais nous on entend des clients qui veulent des maisons, on veut entendre des gens qui veulent construire des résidences, et on n'a plus de foncier. Vous êtes comment par rapport à ce qu'on vient d'entendre sur ce début d'échange? Alors la réponse est compliquée, parce que dans le vous, ça voudrait dire que tous les promoteurs pensent la même chose. Vous aujourd'hui, voilà, avec votre casquette de président et de chef d'entreprise, c'est déjà pas mal. Bon, il y a un consensus quand même qui commence à se dégager au sein de notre profession, c'est qu'on essaie de répondre aux problématiques, mais on ne les crée pas. C'est-à-dire que si aujourd'hui les élus décident de sanctuariser des zones naturelles, personne ne me paraît normal, mais ou décident plutôt de s'étaler ou plutôt de densifier, c'est pas nous de décider. Les élus sont là pour ça. Donc, par contre, en fonction d'une politique, aujourd'hui, il y a le PLH qui a été voté. Il y a des règles nationales, la loi SRU, etc. Enfin, bon, il y a il y a un cadre réglementaire qui est très, très riche. Malgré ce, on parle encore de crise de l'immobilier. Et on vient d'entendre avec le président des deux côtés, et de l'agglomération et du département, que ce n'était pas des solutions d'urgence. Voilà. C'est pas possible, il faut du temps. Si, les solutions porteront des fruits. Oui, mais les réponses seront leur laisser un peu de temps. Pas leur donner à présence, M. Gray. Par urgence. C'est pour ça. Et d'ailleurs, c'est normal, il y a des outils. Bon, le PFL, ça prend du temps. Les zones d'aménagement, il y en a plusieurs en gestation, ça prend du temps. Bon, on est sur le temps long et c'est normal. Le PLH a mis du temps à sortir. Les PLUI mettent du temps à sortir. Bon, le cadre réglementaire est compliqué. Recours au milieu. Donc, entre autres. C'est pour ça que je pense qu'il faut aussi que dans cette politique globale, tout le monde aujourd'hui arrive à ce diagnostic et ça fait des années que la promotion privée le demande à intervenir dans cette politique globale, c'est-à-dire avoir son rôle. Je pense que notre rôle n'est pas de nous adresser qu'à une cible de plus en plus restreinte de la population.
et entre parenthèses de plus en plus âgées, de plus en plus extra-locales. Et c'est vrai que la pandémie a énormément, c'est pas nouveau, mais la pandémie a énormément accéléré ce phénomène. Donc, moi, je souhaite qu'on puisse effectivement... Il y a des outils qui existent, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais des outils qui existent, qui ne sont pas parfaits. Je pense à l'accession abordable privée. Mais je pense qu'il faut s'appuyer sur la promotion privée qui est beaucoup plus réactive dans ce temps de crise où les gens attendent des réponses d'urgence. On est sûrement beaucoup plus réactif et on est en capacité d'avoir une production plus importante. Puisqu'aujourd'hui, on a les partenaires bailleurs sociaux qui sont restés là dans la salle. Il y a une production qui a été anticipée, fixée, mais elle est loin, je pense à l'accession sociale, je ne parle pas de la partie locative, mais le BRS qui est un très bon outil, mais il sera loin de répondre à cette frange de la population aujourd'hui qui se retrouve au-dessus des plafonds de revenus et malheureusement bien au-dessous des revenus nécessaires pour accéder au marché libre. Si je vous entends bien, vous aimeriez que les représentants des promoteurs soient dans le tour de table, on va dire, avec les élus pour un peu se répartir les terres ou le foncier de manière la plus équilibrée. C'est pas tellement ça. Alors, il y a les zones d'aménagement où, effectivement, mais je pense que c'est déjà intégré comme ça, celles qui sont dans les tuyaux, il y aura une partie dédiée au privé avec des prix plafonds. Donc, sur des terrains publics, le président répondra tout à l'heure, sur des terrains aménagés publics, c'est relativement, entre guillemets, facile à mettre en place. Sur le diffus, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'il n'y a pas de cadre réglementaire aujourd'hui sur l'accession, enfin de cadre légal national sur l'accession abordable, avec une demande, je le répète, mais la cible est énorme. Aujourd'hui, il y a une frange énorme de la population qui souhaite pouvoir acheter encore au Pays Basque. Et là, ce sont des mécanismes conventionnels, contractuels, qui demandent de la discussion avec les politiques, évidemment, décideurs et les bailleurs sociaux. Voilà. Jean-René Tchégari, quand vous tendez la pression, même s'il met un peu de prudence, il l'enveloppe bien, là, le représentant des professionnels, c'est normal, on attend quand même, il y a une forte demande. Comment vous pouvez répondre à cette pression en préservant justement un équilibre? C'est quoi la réponse? Et on entendait M. Lasserre dire qu'il faudra du temps, et personne ne vous dira le contraire. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui entre toutes ces demandes qui sont quelquefois divergentes? Alors, il faut partir d'un constat sociologique extrêmement important. 70% de la population de notre bassin de vie est éligible à un logement social. Cela veut dire qu'il faut que dans la production, il soit tenu compte de cette réalité. La loi SRU parle de 25%, mais ceux qui, nombreux, n'ont pas atteint ce taux de 25%, ce n'est pas 25% qu'il faut faire de logements sociaux, ce n'est pas 30, ce n'est pas 35, ce n'est pas 40, c'est aujourd'hui, chacun s'accorde à reconnaître que lorsqu'une commune a moins de 10% de logements sociaux, c'est près de 60% de logements sociaux qu'il faudra faire pour tenter de rattraper un tant soit peu le retard. On se demande même si c'est possible d'y arriver, sincèrement. On a le droit de se poser la question, mais c'est pour dire que l'enjeu est là. Okay. Et comment voulez-vous régler cette question-là si vous n'avez pas une maîtrise publique des terrains? Alors, c'est là que les promoteurs viennent vous dire, mais il y a le diffus. Alors, quand on parle du diffus, on parle des terrains qui sont vendus par des propriétaires privés. Parce qu'on parle beaucoup des collectivités, des maires, on parle beaucoup des promoteurs, on parle rarement des vendeurs. Ils existent. Vous savez. On en a bien parlé avec les notaires dans une autre table ronde qu'on a fait avant celle-ci, oui. vous allez voir. Mais alors, les notaires, les agences immobilières. Non, mais c'est important parce qu'effectivement, on a bien vu qu'ils faisaient l'inflation. Je ne les ai pas entendus, voilà. Mais les notaires ne vont jamais se plaindre qu'il y ait beaucoup de ventes qui se fassent. Leur émolument est calculé en fonction du prix de cession. Personne ne va se plaindre de cela dans le monde du droit. Dans le monde politique, oui. Et à un moment donné, il y a la rencontre entre un propriétaire qui veut faire toujours le meilleur prix possible. Alors, évidemment, les promoteurs ne sont pas étrangers à cela non plus. Parce qu'ils se succèdent devant ce propriétaire, et ça, ils ne peuvent pas le contester, à proposer toujours davantage, et on arrive à cette inflation qui est un véritable cancer aujourd'hui dans notre système. Alors, si je vous dis que 70% de la population est éligible à un logement social, je suis en train de vous dire qu'il faut qu'il y ait une production qui s'adresse à cette population. Maintenant, ça voudrait dire qu'il y a 30% de personnes qui ont des moyens plus élevés, plus importants. Et M. Thibault a raison de dire, ça ne veut pas dire qu'ils sont riches. Et il a raison. Donc on a aussi besoin dans ces finalement 30% de la population de pouvoir s'adresser à la fois à celles et ceux qui ont des cadres moyens.
Ben, c'est beaucoup de monde, ça aussi, hein, des cadres moyens, qui des charges de famille et qui ne sont pas éligibles dans le logement social et qui n'ont pas les moyens de suivre les prix fous dont on vient de parler. Alors, bien sûr, c'est aussi cette tranche de la population qu'on appelle quelquefois la classe moyenne, un peu facilement, mais voilà, c'est cette classe-là aussi à laquelle il faut savoir s'adresser. Parce que ceux qui ont des plus grands moyens, qui sont aisés et qui nous viennent d'ailleurs, ne vous inquiétez pas, ils suivent les prix, qu'ils soient à 5 000 €, 6 000 €, 8 000 €, et on atteint aujourd'hui, y compris à Bayonne, des ventes ou des reventes, parce qu'il faut faire l'attention entre le neuf et l'ancien. Il faut faire très attention à ça. On confond aussi souvent et on mélange tous les sujets, ils ne sont pas tout à fait les mêmes. Je pense que nous avons, nous, une action, et on en a parlé avec le président Lasserre ce matin dans notre réunion de travail, dans l'ancien, où on peut faire quelque chose d'important avec toutes les passoires thermiques que nous avons. Ben, dites-nous ce que vous avez décidé, c'est important, on est vraiment suivi par ça. Les habitants, les propriétaires actuels, ils sont sûrement intéressés de savoir ce que vous êtes en train de peut-être de leur préparer. J'ai dit peut-être. Figurez-vous que moi je suis toujours sûr à 99% de ce que j'essaie de... Non mais je crois qu'on est au cœur du sujet, vous savez, il faut que nous regardions la situation telle qu'on a connaissance. Ce pays, il est merveilleux, il est attractif, il suscite toutes les convoitises qu'on peut imaginer dans ce bas monde, les convoitises de ceux qui n'ont pas la chance d'habiter dans un pays comme celui-ci, la convoitise de ceux qui veulent passer leur retraite, et les gens du Sud-Est qui sont beaucoup plus tranquilles. Bon bref, ça explique l'exiguïté dans du foncier, vous savez les phénomènes, et je crois que l'on peut dire il y a de l'argent en France. Quand on voit le niveau des transactions, il y a des moyens financiers qu'on ne contrôle pas, et lorsqu'on met bout à bout les possibilités financières de nos collectivités, si ces possibilités financières ne sont pas sorties de cadres juridiques un peu contraignants, moi je suis plutôt libéral dans la vie, je n'ai jamais été un collectiviste, mais tout de même, ça nous renvoie à la responsabilité des collectivités qu'il faut densifier et qu'il faut essayer d'améliorer. Quand je vois le niveau des transactions, si je les compare à nos budgets, eh bien je redeviens immédiatement très modeste, vous comprenez. Donc, ce que nous disons, l'argent ne réglera pas tout, parce que l'argent peut aussi servir d'alimenter l'inflation, de l'argent injecté. Donc il faut être extrêmement mesuré, il faut regarder les choses avec beaucoup de lucidité. Moi je dirais du temps, pardonnez-moi, on a eu un petit échange là, il ne faut pas perdre de temps. Il ne faut pas perdre de temps. Il faut éviter les instrumentalisations de tout genre, parce que rien n'est plus terrible sur un sujet aussi délicat que l'instrumentalisation qui renvoie les gens dos à dos, et plutôt que d'en faire des partenaires, et vous voyez très bien de quoi je parle en Pays Basque, en font plutôt des antagonistes. Donc il faut essayer d'éviter tout ceci, et puis ce matin on a passé la matinée à essayer d'identifier les points sur lesquels on peut peser. Il y a quelques points, c'est un peu notre feuille de route, quelques points sur lesquels on va essayer d'intervenir. C'est la réhabilitation, pour prendre l'exemple de M. Tchegaray. Ça fait partie des choses en matière de stockage du foncier. Oui. On peut perfectionner les dispositifs. Oui. Moi je suis persuadé que les 2 EPFL que nous avons dans le département, en Pays Basque, ça a été le premier que nous avions. Je suis persuadé qu'on peut améliorer les possibilités d'intervention. Les possibilités de préemption existent dans la loi, mais on ne peut préempter qu'à un niveau acceptable. Oui. Ça, c'est la règle. Je crois qu'on a regardé ce matin ce qu'on peut faire de mieux, ce que vous appelez les dents creuses et les vieux quartiers. Oui. Ça coûte beaucoup d'argent. Techniquement, c'est compliqué, mais en tout cas, ce serait nul au niveau des collectivités que de ne pas jeter un regard sur les cœurs de bourg. Ça va jusque dans... Moi, je vois beaucoup de villages en zone rurale qui laissent tomber les centres-bourgs pour aller faire des lotissements qui ne sont pas toujours de très bon goût dans les périphéries. Il faut qu'on arrête ceci et qu'on voit de quelle façon d'accompagnement technique et de concours financiers, tout ceci peut se régler. Il faut qu'on perfectionne nos dispositifs. Vous parliez de nos opérateurs publics, dont vous disiez qu'ils sont peut-être un peu moins réactifs. Moi, je ne le formulerai pas comme ça. Ils ont peut-être une pesanteur que vous n'avez pas, celle de répondre à une exigence et commande publique. Et je reconnais tout à fait que je ne mets pas en cause votre... Mais bien entendu. Donc, on peut peser là-dessus. Et je crois que nous avons du chemin à faire pour ce qui est de la mise en place de nouveaux opérateurs. Dispositifs d'accompagnement technique et financier, et il y a des gisements d'initiatives à prendre. Alors, on va bientôt conclure, mais je demanderai Pascal Thibault, parce que là, on entend des pistes là, grâce à ces réunions entre les élus. Est-ce que Pascal Thibault, demain, ça peut convenir à l'attente de votre clientèle et à votre activité, de dire on va faire moins de pavillons qui n'ont pas toujours été très jolis, ça on est nombreux à le dire, même si ce n'est pas dire du mal du travail qui a été fait par les constructeurs, et d'aller réhabiliter des maisons de bourg. Est-ce que vous dites, ben non, là c'est pas possible, et avec la Covid, ils veulent tous des extérieurs, des bouts de jardin. Qu'est-ce que vous nous dites par rapport à ça ? Enfin, on est ouvert à tout à partir du moment où il y a une cohérence économique, tout simplement, parce qu'on subit au même titre que tout le monde. J'ai entendu en entrée, on parlait de terrains agricoles qui flambent, c'est pas à destination
de construction c'est un à domaine court terme. particulier, Non, mais celui-ci. Là. l'ancien Ouais. flambe indépendamment du neuf. Le neuf, je l'ai rappelé tout à l'heure, mais c'est 10% des transactions. Donc ce n'est pas le neuf qui crée l'inflation. Tout à fait. Voilà. Après, qu'on soit très nombreux, comme il y a une pauvreté d'offres, une forte demande, effectivement, on participe, on ne le crée pas, mais on participe à ce mouvement un petit peu d'inflation. Bon. On est à l'écoute. La seule chose, c'est qu'on veut, et c'est là que je parlais de notre plus grande réactivité, parce qu'effectivement, on n'a pas les mêmes contraintes administratives ou réglementaires de fonctionnement. On peut répondre en apportant simplement notre connaissance du marché. C'est-à-dire que certaines très bonnes idées ont des fois des effets contre-productifs. Voilà. Je prends l'exemple, beaucoup de contraintes sur un terrain, alors que nous-mêmes, nous achetons souvent des terrains bâtis, parce qu'on parle de foncier, mais on achète souvent des maisons qui elles-mêmes augmentent, donc on achète très cher. Avec beaucoup de contraintes, que ce soit environnementales, de mixité sociale ou autre, on finit par vendre peut-être plus cher le libre que ce qu'on aurait souhaité au départ, parce que plus on vend cher, plus on prend un risque, nous aussi. Donc, toutes les solutions, à partir du moment où on rentre dans un modèle qui est, on va dire, en correspondance avec le marché, nous sommes preneurs. Voilà. Alors, On parlait Oui, Pierre. de logements abordables tout à l'heure avec M. Etchegaray. Dans les 30% qui ne sont pas éligibles, il y en a combien à peu près qu'il faudrait pouvoir loger? Ceux qui ne sont pas éligibles et ceux qui viennent de l'extérieur et qui sont très chers, c'est quoi? C'est 10% là-dedans? C'est 15%? Statistiquement, c'est très compliqué parce que dans les 70%, certains ont quand même les moyens d'acheter. C'est-à-dire que dans ces 70%, M. Etchegaray a rappelé qu'il y a quand même 60% de propriétaires. Donc on pourrait entendre que dans ces 70%, il n'y a que des locataires ou éligibles sociaux. Il y a des propriétaires. Donc c'est des gens qui jusque-là, une bonne frange de ces 70%, je pense la frange des 30% supérieurs, le décile 30% supérieur, avaient jusque-là les moyens d'acheter. Aujourd'hui, ils ne l'ont plus. Et je pense que ça engendre de grosses frustrations aujourd'hui sociales et de frustrations de déclassement. Et c'est à l'adresse de ces gens-là que je pense qu'il faut aussi que la promotion privée soit associée pour apporter des Et solutions. si la loi ne le fait pas, c'est quoi? C'est une convention avec les collectivités locales, par exemple? Ça peut fonctionner. Ce qui existe déjà, on ne va pas rentrer aujourd'hui dans le détail, mais quasiment toutes les grandes métropoles de zones tendues, que ce soit Nantes, Rennes, Bordeaux, Toulouse, ont adopté des chartes de conventionnement pour proposer de l'accession abordable. Donc c'est des mécanismes qui existent déjà. une réaction de Jean Etchegaray et puis on fera la conclusion. Qu'est-ce que vous répondez à ce projet potentiel de convention de grande table? Je vous rappelle que les tables précédentes nous ont fait passer des vœux et ils ont dit on ne travaille pas assez ensemble. Tous, ils se mettaient tous autour de la table. Est-ce qu'il y a besoin de faire aujourd'hui des assises? Alors peut-être pas sur le département, même si on voit que le conseil départemental est en train de prendre le sujet à bras-le-corps, mais au moins sur cette zone très tendue, est-ce qu'il y a besoin d'assises ou de quelque chose un peu spécifique? Ou est-ce que vous allez me dire, c'est bon, on a déjà bien débattu, maintenant on passe à l'action? C'est quoi la réponse? Oui, d'abord, je pense qu'il faut passer à l'action très vite et que toutes les données, nous les avons. On a voté le PLH. Pour avoir voté le PLH, on a fait un diagnostic. Ça nous a pris beaucoup de temps. On a partagé ce diagnostic avec les élus. Il n'y a plus aujourd'hui de doute sur la question de savoir dans quoi nous vivons et vers quoi il faut aller. Il faut casser une logique de marché qui est mortifère. Mortifère. On est aujourd'hui à constater des situations sur lesquelles nous n'avons pas de prise. Le président Lasserre avait raison de dire tout à l'heure, et on en a parlé également ce matin avec nos collègues des intercommunalités du département, pensez bien qu'on ne va pas préempter au prix de cession qui se présente devant nous. C'est hors de question. On va faire passer les services et domaines pour évaluer les choses et on arrivera peut-être à un prix à peu près acceptable, c'est même pas sûr. Donc aujourd'hui, excusez-moi, mais il n'y a pas d'autre solution. Alors je ne suis pas non plus un collectiviste, mais je suis pour une politique publique très, très volontariste. Donc moi, je l'ai dit à mes collègues de conseil communautaire l'autre jour, je considère qu'il faut davantage exproprier. Vous vous rendez compte, je me rends compte que ça va être lu et que ça va être entendu. Oui. Je considère qu'il faut davantage exproprier et qu'il faut davantage préempter, tout simplement pour éviter l'expropriation sociale. Je vous l'ai dit tout à l'heure, expropriation, elle est pour cause d'utilité publique. Nous sommes sur un sujet d'utilité publique aujourd'hui. Après, qu'il faille s'arranger avec les promoteurs et discuter avec les promoteurs après. Après, nous pourrons évidemment, lorsqu'on nous aura mis en place des zones d'aménagement publiques, il faut garder la main. Il faut que les collectivités gardent la main. Dans le diffus, on ne maîtrise plus rien. Et M. Thibault le sait bien. C'est pour ça que je fais des propositions pour le diffus. Un dernier mot, c'est juste pour qu'on donne vraiment un message. Vous m'avez dit tout à l'heure, on ne sera peut-être pas porteur d'espoir, président Etchegaray. C'est quoi le calendrier par rapport à ce que vous venez d'annoncer et avec le travail que vous êtes en train de mener à l'invitation du département? On parle de 5 ans ou de 10 ans?
Parce qu'on sait que c'est pas plus court. Bon, écoutez, Ah, il va alors, il va y avoir un temps législatif. Excusez-moi, il y a des élections. Il va falloir qu'on pèse suffisamment sur les candidats à l'élection présidentielle pour faire quelque chose qu'on n'a pas fait ici, l'encadrement des loyers. Voilà aussi, c'est pas très sympathique, mais je vais vous dire, nous devons au Pays Basque aller dans une logique d'encadrement de loyer. Mais ça y participe, parce que ceux qui achètent ici des résidences secondaires, il y en a trop dans certains endroits, eh bien, ils vont peut-être moins l'acheter si on encadre les loyers. Donc, il y a toute une série de dispositifs. Certains relèvent de la loi, d'autres relèvent de notre propre volonté politique. Je vais bondir quand j'ai donné 5 et 10 ans, M. Lasserre. Vous voulez être plus rapide que ça, c'est pour ça? Vous savez, vous comprendrez en me regardant que le temps presse. Je ne me permettrai pas. Simplement, non. C'est vrai que du retard a été pris. Vous savez, il y a des phénomènes également que l'on constate depuis longtemps, mais qui ont pris des coups d'accélérateur inimaginables. Notamment tout ce que l'on dit, il faut qu'on le traite rapidement. Nous avons convenu d'investir ces sujets rapidement au département, en relation avec les... Nous avons la responsabilité du plan départemental du logement. On ne va pas fouiller dans le détail, voir ce que cela veut dire. Oui. On va donc essayer de jouer notre rôle et on s'est fixé comme feuille de route de poursuivre la discussion avec les responsables des EPCI, qui ont des problématiques différentes. C'est formidable ce que c'est sorti ce matin. Et on va essayer d'avancer et ça va porter sur le point que je viens d'indiquer. Je crois qu'en stockage de foncier, on peut faire mieux, sans révolutionner la planète. Je crois qu'en mobilisation de nos opérateurs et en qualification de nos opérateurs, on peut faire mieux. En termes d'outils d'accompagnement des collectivités locales, parce qu'au bout du compte, les communes ont un rôle colossal à jouer. On peut progresser. Il faut aussi accompagner le maire ancien, chevronné ou débutant pour des parcours qui sont extrêmement compliqués. Un sujet qui n'est pas paru, moi je suis convaincu que sur un plan législatif, il y a beaucoup de choses à faire, et notamment sur un plan fiscal. Que voulez-vous? On observe ce pays parce qu'on y vit et qu'on l'aime beaucoup. Je vois qu'il y a aussi des enrichissements sans cause dans ces affaires-là. Lorsque le maire tient le trait en disant qu'il sera en zone agricole, qu'il sera en zone constructible, ce n'est pas complètement le mérite de celui qui possède ce foncier. Il y a des correctifs à apporter qui peuvent peut-être influencer sur la nature de l'inflation du foncier. Tout ceci, on va le regarder et on va se hâter lentement. Enfin, se hâter, mais il faut y aller. Bien, on a compris. Donc on va se redonner, c'est une tradition ici, Pierre Sabatier, c'est vous qui pilotez tout ça. Dans un an, j'ai l'impression qu'on aura des nouveautés. Merci à toutes, merci à tous. 3 émissions à revoir, évidemment, celle-ci et les 2 précédentes. Et puis n'hésitez pas, partagez-les, elles sont sur les réseaux sociaux, elles sont sur Facebook, elles sont évidemment sur sudouest.fr. C'est à suivre régulièrement dans les pages du Journal Sud-Ouest. On vous remercie à toutes et tous de vos attentions et merci à tous les invités.